Mes salutations à tous, bienvenue sur Miraveau et Conflict. Aujourd'hui, nous allons parler du sommet de paix qui aura lieu en Suisse, du sommet de paix en Ukraine, bien évidemment, et qui aura lieu entre le 15 et 16 juin. Donc, c'est une grande conférence de paix qui aura lieu et qui verra pas mal de pays participer, nous allons en parler. Et l'enjeu aujourd'hui serait, pour nous, bien évidemment, serait de savoir si c'est une solution viable ou bien se soldera-t-elle ou se solderait-elle par un échec, tout comme nous avons vu auparavant à Riyad, au sommet de Davos d'ailleurs, au début de cette année, enfin l'année précédente, et, euh, et j'en passe, et j'en passe. Donc, ça sera le sujet de notre discussion aujourd'hui. Alors, nous avons choisi pour aujourd'hui un article, pour commencer un article de Radio France, hein, qui n'est pas, bien évidemment, qui n'est pas le média le plus objectif, le plus impartial, et qui n'est définitivement pas un média pro-russe. Et l'intitulé est Pourquoi le sommet de paix sur l'Ukraine à la mi-juin en Suisse pourrait être un échec. Alors, ça serait un très bon début, hein, lire l'article. Nous allons lire ensemble cet article-là et puis essayer de commenter, essayer de passer à certaines conclusions ensemble. Voilà. Alors, l'article provient de l'émission Le Monde à 18h50 d'hier par Franck Matvan. Donc, c'est une émission de France Inter qui a traité de ce sujet et qui a essayé, on verra, peut-être de nous éclairer sur cette conférence-là. Alors, l'article nous dit, l'idée est née en début d'année 2024. Le gouvernement suisse et la présidence ukrainienne ont imaginé un sommet avec le plus grand nombre de pays possible. L'aboutissement d'une série de conférences organisées depuis l'été dernier qui reposent sur la même base. Le plan de paix en 10 points proposé par Volodymyr Zelensky en septembre 2022 lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu et nous allons essayer de voir quels sont ces 10 points, hein, du plan de paix proposé par Zelensky pour une paix en Ukraine. Donc si c'est Zelensky, n'est-ce pas, Zelensky, Vladimir, qui propose 10 points, qui propose ses points, sa vision de comment devrait être la paix avec la Russie. Donc nous allons essayer de voir ces points-là. Alors je vous lis, nous allons passer à notre article, cette fois-ci un article de février du Temps, n'est-ce pas? Et l'intitulé de l'article, c'est Le plan de paix en 10 points de Volodymyr Zelensky. Donc, nous allons essayer de survoler un petit peu l'article avec les 10 points de paix de Volodymyr Zelensky. Et on va essayer bien évidemment de les commenter pour voir si ces 10 points-là sont réalistes ou de quoi il s'agit vraiment. Bon, si bien sûr ça en vaut la peine, on va essayer de commenter, donc lire et commenter. Voilà, passons à la lecture. Alors premier point, et non pas des moindres, radiation et sécurité nucléaire. La Russie doit immédiatement retirer tous ses combattants du territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia comme on dit. La centrale doit être immédiatement transférée sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique et du personnel ukrainien. Donc, donc là, je m'arrête un petit peu. Donc, entre autres, Zelensky ici dit à la Russie qui contrôle cette centrale, qui est, je dois dire, la plus grande centrale nucléaire en Europe. Donc Zelensky dit à la Russie, donnez-nous la centrale, donnez-nous gratuitement cette centrale nucléaire qui est une centrale, très très grande centrale, qui constituait plus d'un quart, n'est-ce pas, de l'apport énergétique en électricité. Et donc, la centrale est passée sous le contrôle des Russes et a été très souvent bombardée, hein, bombardée, on ne sait pas par qui, hein, n'est-ce pas? Les Ukrainiens disent que ce sont les Russes qui la bombardée eux-mêmes, hein, donc ce sont les Russes qui se bombardent, pourquoi pas, hein? Et bien sûr les Russes qui disent que ce sont les Ukrainiens et qui montrent des images de drones ukrainiens
qui tente de transpercer, ce qui est très très dangereux parce que c'est une très grande centrale. Et donc voilà, c'est le premier point, c'est rendez-nous notre centrale. Voilà. Indirectement, c'est ça le premier point du plan de paix de Zelensky qui a été proposé, je rappelle, en septembre 2022. Deuxième point, c'est la sécurité alimentaire. Nous avons déjà lancé l'initiative Grains from Ukraine. L'Ukraine peut exporter environ 45 millions de tonnes, etc. etc. Donc, si on veut essayer d'expliquer un petit peu ce deuxième point, l'Ukraine demande à la Russie de la laisser faire passer de son corridor de grains, parce que l'Ukraine est un très très grand, ou du moins était, un très grand producteur de blé et un très grand exportateur par conséquent. Et ce blé-là passait, transitait à travers la mer Noire, qui est aujourd'hui presque une mer intérieure russe, parce que voilà, c'est l'Ukraine n'ayant pas les moyens comment dire, de faciliter ou de contrôler militairement son corridor ou ses routes marines qui iraient vers le Bosphore, hein, par exemple d'Odessa vers le Bosphore. L'Ukraine demande à la Russie de la laisser transiter comment dire, librement ses exportations vers le monde à travers le Bosphore. Donc ça le deuxième point. Troisième point, sécurité énergétique. Je cite l'article, environ 40% de nos infrastructures énergétiques ont été détruites par les frappes de missiles russes et de drones iraniens utilisés par les occupants. Entre guillemets, je cite l'article. Et l'article qui cite directement Zelensky. Un objectif connexe de cette terreur est d'empêcher l'exportation de notre électricité vers les pays voisins. En réalité, je m'arrête tout de suite, je pense que c'est clair pour tout le monde. L'Ukraine demande à la Russie de ne plus viser son industrie énergétique, de ne plus viser ses centrales thermiques, parce que il faut dire qu'avec dernièrement avec les missiles Iskandar, avec les drones, avec des missiles air-sol, a lancé vague après vague des missiles qui ont dernièrement causé des dégâts presque irréversibles à l'industrie de production électrique ukrainienne. Donc l'Ukraine étant dans de beaux draps demande, c'est l'objet du troisième point de sécurité énergétique. La Russie, elle demande à la Russie de l'épargner sur ce point-là. Quatrième point, les prisonniers déportés. Bon, ce quatrième point, déportés déjà, là on sent le biais. Il y a des gens qui ont été déportés donc. Et là, ce n'est pas des gens déportés par l'Ukraine, on parle des gens déportés par la Russie. Parce que voilà, depuis le début du conflit en 2022, surtout dans la région du Donbass et du Lugansk, même aussi à Kherson et à Zaporozhye, les villes qui ont été contrôlées par les Russes directement après le début du conflit se sont vues. Les Russes ont organisé un peu une évacuation des civils, des femmes, des enfants, etc., vers des territoires russes afin de leur épargner les bombardements, afin de leur épargner la guerre et de leur permettre plus ou moins, même si les conditions n'étant pas les meilleures, de plus ou moins vivre une vie normale et de ne pas être choqué voilà, à vie, c'est quelque chose que l'Ukraine dénonce depuis 2022 et qui dit que la Russie a déporté des enfants, la Russie euh, a enlevé ces gens-là, hein, ces gens-là qui sont, on essaie de ne pas être, partial, mais ces gens-là qui sont, on va pas se voiler la face, ces gens-là qui sont russophones, qui ont du moins pour la majorité, beaucoup de sympathie, qui ont des familles en Russie. La Russie ne va pas déporter ces gens-là, ne va pas enlever ces gens-là. Ces gens-là sont en train de vivre leur vie
jusqu'à la fin du conflit, comme bien sûr beaucoup d'Ukrainiens sont partis en Europe, qui sont partis en Pologne, ils sont partis en Allemagne, en France, etc. Vous le savez très bien, nous le savons, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose c'est le quatrième point. Dans le quatrième point aussi, il y a aussi le point, et je cite, je commence à citer Zelensky, des milliers de nos concitoyens, militaires et civils, se sentent en captivité chez les Russes, ils sont soumis à des tortures brutales. Bien sûr, euh, là, je pense qu'en termes de preuves, nous sommes un petit peu, je ne sais pas. En outre, dit Zelensky, nous connaissons le nom de 11 000 enfants qui ont été déportés de force en Russie. Ils ont été séparés de leurs parents en pleine connaissance de cause, ajoute-t-il. Zelensky dit ajouter à cela des centaines de milliers d'adultes déportés, des prisonniers politiques, des citoyens ukrainiens qui sont détenus en Russie et en territoire temporairement occupé. Temporairement. Hein. En particulier en Crimée, il dit. Donc, la Crimée, voilà, les citoyens de Crimée sont déportés par les Russes, ça c'est très connu. Hein, d'où le fait que nous ayons des centaines de vidéos, qui attestent, n'est-ce pas, de leur joie d'avoir rejoint la Russie, mais enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons passer au cinquième point. Alors, le cinquième point étant la Charte des Nations Unies et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous devons établir la validité du droit international, et cela, c'est Zelensky qui parle, hein, et cela sans aucun compromis avec l'agresseur, car la Charte des Nations Unies doit être appliquée de manière partielle. Voilà. Et sélective, ou selon le bon vouloir. La Russie doit réaffirmer l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce qu'il dit, c'est que la Russie doit doit faire cadeau à Zelensky et rendre à l'Ukraine tous ses territoires selon bien sûr selon eux la carte de 1991, donc avec la Crimée, avec l'oblast de Zaporozhye, de Kherson, et bien évidemment leur rendre Donetsk et Lugansk. Sixième point, troupes russes et hostilités. La Russie doit retirer toutes ses troupes et formations du territoire de l'Ukraine. Voilà, ça on ne va pas continuer. Septième point, la justice. Le monde devrait approuver l'établissement d'un tribunal spécial concernant le crime d'agression. Voilà, septième point, c'est nous devons, nous devons rétablir, vous m'excuserez des caricatures, mais nous devrions rétablir le tribunal de Nuremberg pour Poutine. C'est ce qui est dit, c'est ça. Je ne vais pas développer, mais c'est ça le septième point. Huitième point, protection immédiate de l'environnement. Des millions d'hectares de forêts ont été brûlés, bombardements, 200 000 hectares de terre ont été contaminés par des mines et des obus. Voilà, c'est ça la guerre, quoi. Enfin, je dirais, vous m'excuserez l'expression, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc 200 000 hectares, ça c'est en effet un point important. Après la guerre, il faudra déminer, il faudra reboiser, et ce huitième point parle aussi du fonds technologique, voilà, les traitements des eaux, etc. Voilà, c'est le huitième point. Passons au neuvième. Prévention de l'escalade. L'Ukraine n'est membre d'aucune alliance et la Russie a pu déclencher cette guerre précisément parce que l'Ukraine est restée dans la zone. Voilà, le neuvième point. L'Ukraine devrait intégrer l'OTAN, tout simplement. L'Ukraine doit intégrer c'est ça le neuvième point. Dixième point, confirmation de la fin de la guerre. Ouais, ceci étant dit, le cinquième point qui parle de la Russie qui doit accepter, entre guillemets, l'intégrité territoriale de l'Ukraine et donc lui rendre tous ses oblasts. La Russie qui doit retirer ses troupes. La Russie qui doit rendre justice, ou qui doit se rendre à la justice, enfin se rendre aux côtés, ou bien se soumettre, pardon, à la justice internationale. Huitième point, nous avons aussi un neuvième point, pardon, qui parle de l'intégration de l'Ukraine. Voilà, en réalité, on a beaucoup parlé, mais entre autres, et en résumé, la Russie doit capituler. La Russie doit capituler. Ce sont les 10 points. Donc, nous allons parler des 10 points qui
signerait la capitulation de la Russie dans un scénario, dans certaines conditions qui nous rappelleraient la capitulation de l'Allemagne en 1945. Alors, ça, ce sont les 10 points. Nous allons arrêter de lire ça parce que je pense que il y a beaucoup à dire et que ce n'est vraiment pas très intéressant. Alors, après avoir perdu pas mal de minutes dans ces récits magnifiques et fantastiques du wishful thinking, hein, de la pensée magique occidentale, nous allons revenir à la réalité. La réalité, vous la voyez, c'est la carte. Je vous montre aujourd'hui la carte militaire, hein, n'est-ce pas, en Ukraine. Remettons les choses dans leur contexte. Les 10 points qui ont été élaborés et développés par Zelensky, ils ont été élaborés en septembre 2022. Quelle était la situation en septembre 2022 ? Septembre 2022, vous vous souvenez, les Alliés, quand je parle des Alliés, je parle de l'Occident collectif, et l'Ukraine, voilà, prenaient des victoires une après l'autre sur la Russie, qui était en pleine phase de transition vers une guerre dynamique, vers une guerre positionnelle. Donc la Russie qui n'a pas pu au début du conflit finir et établir une paix rapide, elle a dû se replier et se remettre à la défense afin de changer de type de guerre. Donc en septembre 2022, c'était un petit peu avant la dite offensive de Kharkov, l'offensive de Kharkov, dont les Russes étant en infériorité numérique, ils ont dû d'ailleurs se remettre derrière et derrière un front plus solide, derrière des frontières géographiques qui leur ont permis à prendre des positions défensives. Donc c'est ce qui s'est passé. À l'époque, voilà, tout était incertain. Peut-être on pensait que la Russie pouvait encore voir un Maïdan à Moscou. On parlait on parlait des gens qui fuyaient de Russie, on parlait de l'économie qui était déjà à genoux, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour le ministre, comment il s'appelle, le ministre français des Finances, tellement insignifiant, voilà, qu'on ne retient pas leur nom, hein, qui a dit nous allons mettre l'économie russe à genoux, tellement à genoux qu'elle est aujourd'hui en croissance, et qu'elle est en croissance économique positive, contrairement aux économies européennes, malheureusement, qui se portent très bien d'ailleurs, l'économie russe. Une industrie militaire qui est, après 2 ans, on ne voit pas cet essoufflement de l'industrie militaire. Et en 2024, les Russes sont de retour. Voilà, c'est la réalité qui nous revient en face. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. C'est que c'est la réalité. On a beau mentir, on a beau nier la réalité, penser que, penser fort. Vous savez, quand on pense fort quelque chose pendant des mois, ça veut pas dire qu'elle va se réaliser. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons une armée ukrainienne qui est en déroute parce qu'elle n'a plus d'industrie militaire, parce qu'elle a de très très grands soucis à mobiliser ses troupes. Vous regardez la carte militaire, ils sont en train aujourd'hui de se voir après la grande offensive de 2023, n'est-ce pas? La grande offensive de l'été, hein, de l'hiver après printemps, après l'été. Hein, c'est comme un film de Netflix, ils ont bien gardé le suspense jusqu'à la fin, même avec des trailers, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la réalité qui nous revient en face. Et nous avons ce sommet de Suisse qui est toujours en 2022.
Ce sommet, il est en 2022, il n'est pas en 2024. Elle est où la réelle politique? C'est ça la question que j'essaie de me poser. Le réel politique qui dit que les politiciens, les diplomates, les sommets des grands États, ils doivent agir d'une façon rationnelle et donc s'adapter avec l'art. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les élites occidentales sont totalement détachées de la réalité. Nous parlons aujourd'hui de la Russie, nous pourrons parler aussi de Palestine, de ce qui se passe en Israël. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, la Russie n'a pas été invitée à ce sommet de Suisse. Nous allions parler, j'allais aujourd'hui essayer d'évoquer ce sujet du sommet de la Suisse, mais en lisant ces 10 points entre guillemets, pour la paix en Ukraine, on ne peut pas rester concentré avec ce sujet-là. Franchement, on ne peut pas sérieusement et sans ricaner et sans peut-être aussi sans être dégoûté parce que les gens en ont marre. Les Ukrainiens, les Ukrainiens surtout veulent la paix. Les Européens veulent la paix. Les Européens ont peur. Les peuples européens, quand ils voient un président français qui se présente en généralissime, hein, qui se prend pour le maréchal Pétain, hein, qui va vouloir aller au casse-pipe avec les Russes, qui dit que nous allons envoyer des troupes là-bas. Donc c'est quelque chose qui, franchement, c'est un sujet très difficile à aborder avec, avec une certaine impartialité et avec un sérieux qui pourrait être le nôtre, qui devrait être le nôtre d'ailleurs. Alors, quel résultat pourrions-nous attendre du sommet en, en Suisse, à Lucerne, le 15 et 16? Tout d'abord, les dirigeants, beaucoup de pays importants ne vont pas, les dirigeants de grands pays ne vont pas. D'ailleurs, Biden ne va pas participer à ce sommet, car les Américains comprennent déjà que c'est une sorte de mascarade. Les Chinois ne vont pas participer. L'Inde ne va pas participer avec le président ou va participer avec un petit représentant sûrement. Les pays européens vont venir, ça va être la pièce de théâtre comme d'habitude. Le principal concerné, la Russie, ne va pas participer. Les pays du tiers-monde en ont marre et n'ont plus peur aussi. Hein. Ils comprennent que dans le monde, dans un monde qui change aujourd'hui, ils peuvent ne plus obéir, ils peuvent prendre leurs décisions sans avoir peur de conséquences. Donc, les pays du tiers-monde ne vont pas vraiment participer avec leur président, ils vont peut-être envoyer des délégations symboliques. Qu'est-ce que nous attendons d'un tel sommet? Qu'est-ce que nous attendons? Vous voulez mon avis? Ça va être une mascarade. Il n'y aura pas de résultat parce que vous savez, la politique internationale, elle est régie par des lois, comment dire, par des principes fixes. Quand il y a négociation, les négociations doivent se faire dans les règles de l'art. Les négociations, c'est pas un film hollywoodien. Les négociations, c'est pas dicter ses lois, non, c'est discuter, ce sont mettre deux adversaires dans une seule table et qu'ils discutent de possibles compromis afin de mettre fin à un conflit. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en mars 2022 entre les représentants à Istanbul, entre les représentants. D'ailleurs, c'était en fin février, au début de la fin février, à Minsk. D'ailleurs, c'était au début, non, c'était pas à Minsk, c'était au début à Poltava, aux frontières ukrainiennes avec la Biélorussie, si je ne me trompe pas, puis à Minsk et puis à Ankara ou à Istanbul, pardon. Il y a eu des négociations sérieuses. Mais voilà, l'Occident, et surtout à l'époque, c'était par le biais de Johnson
qui est venu dicter à l'Ukraine de continuer la guerre parce qu'ils allaient gagner. Parce que l'Occident veut une solution finale en Ukraine, une solution finale pour la Russie, pas pour le peuple ukrainien. Parce que les États-Unis, pas les États-Unis, on ne va pas parler du pays, mais on va parler des néoconservateurs. Ils sont prêts à combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs au Vietnam du Sud. Il est où le Vietnam du Sud aujourd'hui? Et en Afghanistan, où sont les élites? Où est le gouvernement de Kaboul aujourd'hui? Est-ce qu'on prend les bonnes leçons de l'histoire? J'en doute. Alors, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, si vous y êtes arrivé. C'était une petite vidéo de discussion sur ces éventuelles négociations de paix. Il n'y aura pas de négociations parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas la Russie, il y a pas, les belligérants ne sont pas là-bas. Donc il n'y a pas de conférence de paix en fait. Il n'y a pas de sujet en réalité. C'est ça la conclusion. Je vous remercie et à la prochaine pour d'autres sujets partout dans le monde. Voilà. Au revoir.